Thomas Huy est enseignant-chercheur en sciences de gestion au département sciences économiques et sociales de l'école et il est également responsable de la chaire entrepreneuriat numérique étudiant. Thomas Huy accompagne tous les ans plusieurs de nos étudiants qui sont porteurs d'un projet entrepreneurial pour les accompagner et les aider dans cette voie. Paul Frambaud est élève de la promo 2022, donc il vient de finir sa première année. Il est issu du concours commun et d'une prépa MP Étoile. Voilà. Et Paul Frambaud s'intéresse beaucoup à l'entrepreneuriat. Il est élève entrepreneur. Donc voilà, Thomas Huy et Paul Frambaud vont nous parler de l'entrepreneuriat à Télécom. Je vous laisse la parole. Merci Sigolène. Alors ce qu'on vous propose, donc on va parler d'entrepreneuriat pendant 10-15 minutes. J'ai pas en tête tout à fait le timing exact, mais ce que je vous propose, c'est que Paul et moi, on va vous donner un certain nombre de messages sur l'entrepreneuriat. Et puis ensuite, on aimerait beaucoup répondre à vos questions. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, posez-les. Je pense qu'on va casser un peu les codes. Souvent, l'entrepreneuriat est vu d'une façon assez atypique, est vu d'une façon commune. Et finalement, quand on rentre dans l'entrepreneuriat, on s'aperçoit que c'est un peu différent des lieux communs qu'on peut entendre et des idées reçues sur le sujet. 5 minutes, Paul. Après, moi, j'ai quelques séries de messages et après, on répond à vos questions. Paul, je te laisse la parole. Super, merci. Vous m'entendez bien déjà ? Super. Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Paul Frambaud, j'ai 19 ans et je rentre en 2A, donc à Télécom. Et je vais vous parler d'entrepreneuriat. Alors, l'entrepreneuriat, déjà, dans une école, faut le voir sous deux angles. Il y a, dans un premier temps, le mindset entrepreneur, débrouillardise, se dépatouiller de situations compliquées et complexes, comme vous le faisiez en maths pendant vos concours. Donc ça, on en parlera avec Thomas tout à l'heure. Et il y a l'aspect création d'entreprise. Alors, moi, je vais plutôt vous parler de cet aspect création d'entreprise et comment ça s'est passé pour moi donc, à Télécom au cours de la dernière année. Donc, il y a un an, j'étais comme vous, je faisais mes classements et j'avais qu'une idée en tête, c'était entrepreneuriat. Et mes classements, c'était quelque chose comme X, Centrale, Mine, Télécom, quelque chose comme ça. Et avec un an de recul, pour rien au monde, je ne mettrais pas Télécom en premier. Genre, vraiment, ça va être l'objet de cette conversation, c'est de vous en convaincre. Si vous voulez faire de l'entrepreneuriat, il n'y a aucune raison de voir les choses autrement. Alors, le premier jour à l'école, je suis allé voir donc, Thomas Huy et Sophie qui sont à l'entrepreneuriat à l'école. Et tout part d'ici à Télécom, c'est que vous allez être encadré élève par élève. C'est une promo qui est à taille humaine. Et donc, du coup, tous les élèves qui ont des volontés de faire l'entrepreneuriat, ils ont du mentoring perso juste pour eux. Alors, dans l'idée, moi, on m'a tout de suite redirigé vers des événements. On m'a dit, va à ce cocktail-là, va faire cet événement à Station F, tu vas rencontrer telle personne. Voilà, il y a des associations inter-écoles. Donc, on m'a redirigé vers Start in Saclay, qui est la première association entrepreneuriale de France, dans laquelle j'ai pu vivre beaucoup d'aventures. Il y a aussi des rendez-vous. Donc, dès le début de l'année, j'ai pris des rendez-vous avec Sophie et Thomas pour leur présenter mes projets. Ils m'ont dit, voilà, va chercher là, va voir telle personne à l'école, avance de telle façon. Et donc, comme je vous disais, il y a du mentoring, c'est-à-dire que très régulièrement, typiquement, Thomas, là, c'est mon mentor sur mes projets. Et on va s'appeler, je vais lui expliquer, voilà, je suis dans telle situation, je ne sais pas comment réagir. Il va me dire, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci, que ce soit du droit pour la création d'une entreprise, il y a plein de papiers, on est perdu, il va savoir m'indiquer. Et puis, autre chose qui est formidable, c'est les mises en relation. C'est-à-dire que, comme toutes les écoles, on a un gros réseau alumni, mais là, vous avez des mentors qui vont vous envoyer un mail en disant « Ah tiens, j'ai rencontré telle personne, j'ai pensé à toi, tiens, si tu veux, je te présente, etc. » Et ça va très vite comme ça. Donc là, je parle du pôle entrepreneuriat, mais ça va plus loin que ça. Il y a la communication et les relations entreprises à Télécom qui vont être là pour vous tendre des perches à tout instant. Si vous avez besoin d'aller voir un journal, faire une interview avec Le Monde pour faire la pub de votre projet, aucun problème, ça se fait facilement. Pareil, relations entreprises, vous avez besoin de parler avec qui que ce soit. Je vais vous donner des exemples assez marquants tout à l'heure que j'ai eu. Et donc voilà, au bout d'un an, moi, mon bilan il est super positif à Télécom. J'ai mené 3 projets différents. Donc, un premier qui était caritatif. Donc, pour la faire courte, c'était des enchères qui permettaient de récolter des fonds pour des associations grâce à des célébrités du numérique, du style des youtubeurs. Et on a organisé un événement à Télécom. On a même rencontré McFly et Carlito grâce que vous connaissez très sûrement. Ils sont très, très connus, 5 millions d'abonnés, je crois.
grâce aux relations entreprises de télécom qui ont pu faire jouer leurs contacts. Et on avait organisé un événement le 4 mai à Télécom avec 8 youtubeurs assez connus qui avaient 4 millions d'abonnés en tout, annulé par le Covid-19 malheureusement, mais expérience merveilleuse, on a appris à faire plein de choses. Deuxième projet sur lequel je vais passer rapidement, c'est un projet d'immobilier, donc une entreprise que je suis en train de construire actuellement depuis 6 mois et pour laquelle maintenant j'ai 3 stagiaires qui sont à Télécom dans des espaces de coworking. Donc Télécom vous passe aussi des locaux si vous avez besoin de locaux. C'est très flexible en fait, c'est ça le gros avantage. Et pour finir, le dernier projet, qui est aussi un projet que j'ai fait dans le cadre de mes cours, c'est une messagerie décentralisée par une blockchain 2.0. Alors, ça paraît un peu abstrait comme ça, mais c'est précisément là où la force de Télécom va intervenir. C'est quand vous avez des projets qui sont très tech et très, très compliqués, beaucoup plus compliqués qu'un simple site d'e-commerce ou je ne sais quoi. Site d'e-commerce, ce n'est pas pour nous. Il y a des écoles pour ça. Hein. Mais on a besoin aujourd'hui, pour faire des bons projets d'entrepreneuriat, de pouvoir innover, de pouvoir répondre à des problèmes auxquels on n'arrivait pas à répondre avant. Et Télécom va vous fournir tous les outils nécessaires pour le faire. Il faut vraiment aller dans le profond du technique pour pouvoir maintenant innover et faire avancer les choses. Et il ne faut pas être à demi-mesure élève, manager, ingénieur, manager. Donc, vous avez vu tout à l'heure, donc Sigolène Morin l'a très bien présenté, il y a 1001 opportunités après Télécom. Vous avez le double diplôme HEC, où il y a une quinzaine d'élèves, il y a une dizaine d'élèves qui vont Berkeley, Columbia sur une toute petite promo, donc c'est un gros pourcentage des étudiants. Vous pouvez compléter votre formation totalement à HEC. Moi, c'est ce que je compte faire typiquement. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour le pitch de mes aventures en première année. Et voilà, je te laisse Thomas du coup. Merci beaucoup Paul. Alors moi, j'ai par-dessus le propos de Paul qui était un témoignage, j'ai 4 messages. Le premier message, j'ai un slide là-dessus, mais je ne suis pas certain qu'il faille forcément le montrer. Hein, il n'est pas très explicite. Si je partage l'écran, il est ici. Je ne sais pas si vous voyez. Mais en gros, mon premier message, c'est que l'entrepreneuriat à l'école, on considère que c'est une très bonne modalité pédagogique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que parmi vous, certains savent comment Google fait de l'argent? Alors, je pense qu'il y en a à peu près statistiquement la moitié d'entre vous qui savent et puis la moitié d'entre vous qui ne savent pas. Pour ceux qui ne savent pas, sachez qu'en fait, Google monétise ce qu'on appelle son espace et son audience. Donc, en fait, ils mettent des AdWords et ces AdWords-là sont payants pour les corporates, les entreprises qui souhaitent avoir de la visibilité auprès des internautes. Donc, si vous êtes plombier et que vous cherchez des clients, eh bien, Google vous dit, vous savez, vos clients, en fait, ils tapent sur Internet problème robinet et donc il faut que vous arriviez sur la première page de Google. Si vous voulez le faire, ça va être payant. C'est ce qu'on appelle un AdWords. Mais vous voyez, en fait, les AdWords, vous allez avoir des cours à l'école et dans n'importe quelle école pour vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, ça fonctionne avec des enchères au second prix. Il y a d'ailleurs un prix Nobel, hein, un chercheur qui a eu le prix Nobel pour avoir fait plusieurs démonstrations autour de ce type d'enchères-là, qu'on appelle des enchères à la hollandaise. Vous allez avoir des cours là-dessus. Très bien. Donc, vous allez comprendre comment Google fait de l'argent. Sauf que si vous ne faites pas par ailleurs, par-dessus, à côté de l'entrepreneuriat, vous allez avoir une compréhension théorique de comment ça marche. Et en fait, l'entrepreneuriat va vous apporter l'arrière-cuisine, le comment ça marche pour de vrai, vraiment, en pratique. Donc, pas en théorie, mais en pratique. Et donc, en fait, nous, on considère ça à l'école. C'est pour ça qu'on vous expose tous, désormais, à l'entrepreneuriat. Pour qu'en fait, vous n'ayez pas seulement des connaissances théoriques sur les choses, mais aussi des connaissances pratiques. Pour que vous ayez acheté des AdWords, pour que vous ayez acheté des Facebook Ads. Et donc, comme ça, vous allez développer un savoir. L'entrepreneuriat n'est pas seulement destiné chez nous aux élèves entrepreneurs. L'entrepreneuriat est destiné à tout le monde parce que c'est une très jolie façon. C'est un véhicule pédagogique extrêmement puissant pour apprendre. D'ailleurs, si vous ne choisissez pas Télécom, je vous livre ce message quand même pour la suite. N'hésitez surtout jamais à faire des projets personnels parce qu'à travers ces projets personnels, vous allez apprendre des choses en complément des savoirs théoriques qui vous sont dispensés dans… Complètement d'accord. Enfin, juste pour donner un exemple sur ce que tu viens de dire, je suis arrivé à Télécom, je ne savais pas du tout utiliser un ordinateur, je ne savais pas ce que c'était un terminal d'ordinateur, j'en voyais quelques-uns, ils étaient déjà trop forts et tout. Grâce à mes projets, j'ai appris un nombre incalculable de choses, quoi. Pour vous dire, là, le dernier projet qu'on a fait à l'année, donc c'est un projet que vous ferez sur 14 jours ou 14 jours, vous avez un projet, vous devez le faire à la place de vos cours. Nous, on a fait une messagerie sans intermédiaire, c'est-à-dire comme un messenger, sauf qu'il n'y avait pas Facebook entre les deux, quoi. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est des trucs qui sont super forts, super compliqués à faire. Et c'est des choses, voilà, sans avoir fait tous mes projets cette année, sans avoir essayé d'entreprendre, jamais j'aurais eu les compétences pour.
Alors, bien sûr, on nous apprend plein de choses, mais pour des projets vrais, ça nous apporte, si vous voulez, plein de compléments, de choses qu'on ne se douterait pas, quoi. Ça travaille notre débrouillardise et c'est même le sujet, quoi. Et d'ailleurs, vous allez apprendre des choses que vous n'auriez pas imaginé apprendre. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est aussi un chemin qu'on appelle la sérendipité. C'est-à-dire, c'est un chemin hasardeux, on ne sait pas trop où on va. Et en fait, en ne sachant pas où on va, on apprend plein de choses. Comment on réagit face à un client mécontent, comment on apprend à coder alors qu'on imaginait déléguer cette tâche à quelqu'un d'autre. On apprend mille et une choses parce qu'en fait, on doit le faire. Alors ça, c'était mon premier message. Une modalité pédagogique plus qu'une discipline à part entière. Le deuxième message, c'est que grâce à l'entrepreneuriat, vous allez pouvoir avoir ce qui, je vais vous le dire, parce que je suis très engagé par rapport à ce message-là, j'y crois profondément. Ce qui, de mon point de vue, est les meilleures compétences de demain. Alors, je vais vous dire, pendant très longtemps, l'enseignement supérieur a développé les compétences analytiques de ses élèves. Vous alliez dans une grande école ou à la fac, c'était pareil, c'est toujours été des cours pour développer votre intelligence analytique, c'est-à-dire votre capacité à penser les problèmes et à les résoudre de loin avec les chiffres en théorie. Et en fait, demain, je crois que le meilleur professionnel, alors quel qu'il soit, le meilleur directeur de l'innovation d'un grand groupe, le meilleur ingénieur commercial, le meilleur développeur, le meilleur codeur, en fait, le meilleur professionnel de demain, c'est quelqu'un qui va, par-dessus le fait de penser les problèmes, qui va les résoudre. Et en fait, résoudre un problème, ce n'est pas pareil que l'intellectualiser. Donc, du coup, vous allez être très bon et vous êtes déjà très bon. Je tiens d'ailleurs à vous le dire, même avant même de rentrer à l'école, vous avez déjà, parce que l'éducation est faite comme ça, la formation est faite comme ça, vous avez déjà de très bonnes compétences analytiques. Donc, vous savez déjà très bien penser les choses. Vous avez des rapports de causalité en tête, mais ce qu'il faut rajouter par-dessus, c'est le fait de craquer les problèmes, le fait de hacker les problèmes. Et ça, c'est un corpus de compétences, un jeu de compétences que vous n'avez pas. Et c'est normal que vous ne l'ayez pas, parce qu'on ne vous l'a pas appris. Et donc, nous, on va vous l'apprendre à Télécom, à travers l'entrepreneuriat. Alors, ce jeu de compétences, c'est la débrouillardise, l'astuce, craquer un problème. Je vais vous donner un exemple très simple de ça. Je vous ai parlé des AdWords. Vous voyez, les AdWords, c'est très cher. Par exemple, si vous êtes plombier et que vous voulez avoir un internaute sur votre site qui passe par un AdWords, c'est ce qu'on appelle du CPC, coût par clic, ça va vous coûter aujourd'hui 20 euros. Ce n'est pas un client que vous avez acquis, c'est juste un client que vous avez eu sur votre site Internet. Charge à vous après de le transformer en client. Donc, c'est un prospect pour être visible d'une personne sur Internet. Quand vous êtes plombier, sur le mot-clé plombier Paris, ça coûte 20 euros. Donc, je peux vous dire que vous n'avez pas 20 euros à dépenser par personne par nombre de visiteurs sur votre site. Et bien, en fait, il y a quelqu'un qui s'est dit, ah, OK, je vais craquer ce problème-là. Donc, c'est un problème, comment on le craque? Avec de la débrouillardise et de la malice. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a racheté le site Marine 2017, qui était le site de Marine Le Pen en 2017 pour les élections présidentielles. Il se trouve que ce site a été massivement vu en 2017, puisque, alors sur Internet, pour être haut dans le ranking Google, il faut être massivement linké. Donc, il faut qu'il y ait des liens qui viennent sur vous. Il ne faut pas seulement être vu, il faut être aussi référencé avec d'autres liens. Et donc, il a racheté le site Marine 2017. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vend des jus de fruits. Alors aujourd'hui, je vous invite à le faire. Tapez extracteur de jus de fruits. Vous allez sur Google et vous regardez le 10e lien. Il y a écrit Marine 2017 et c'est quelqu'un qui a racheté pour 8 euros le nom de domaine de Marine Le Pen, qu'il a laissé tomber naturellement puisqu'elle avait perdu les élections présidentielles. Et en plus, il était daté le site puisqu'il avait écrit 2017. Il fait un transfert d'URL et aujourd'hui, il a une audience massive pour 0 euros, 8 euros exactement en fait, 8 euros pour acheter le nom de domaine. Et il a acquiert comme ça beaucoup de gens. Vous voyez, personne ne va vous dire de faire ça parce que ça, c'est avoir bien compris la mécanique de l'algorithme Google pour pouvoir en profiter à des fins de growth hacking, de hacker la croissance, à des fins d'acquisition client. Alors, je peux vous en citer 20 000 des histoires comme ça. D'ailleurs, il y a un cours consacré au growth hacking. On va vous présenter plein de techniques de hack. Et ça, c'est de la malice et de la débrouillardise. Ça, c'est craquer les problèmes. Et donc, c'est les nouvelles compétences. Ouais. Au-delà de ça, dans le domaine du numérique, c'est presque que ça. Donc, que vous soyez en train de faire une application, que vous soyez en train de faire de la cybersécurité, c'est tout le temps en train de trouver des astuces, des moyens de se dépatouiller de problèmes, etc. Il n'y a pas vraiment de principe comme en physique où les choses sont telles qu'elles sont. Voilà, il y a un champ des possibles qui est immense. Typiquement en cybersécurité, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on dit craquer ou hacker un problème. C'est les mêmes mécaniques. Voilà. Et quand vous développez des projets, c'est pareil en informatique, trouver des façons de faire un peu smart, etc. Voilà, c'est l'idée. Alors, il y a des choses qui sont très drôles, d'autres qui sont très sérieuses, mais ce n'est pas seulement le prérequis des startups, le gros hacking. Hacker un problème, c'est par exemple Audi. Audi, aujourd'hui, quand ils ont lancé la dernière Audi, alors je crois que c'était l'Audi A7 ou l'Audi A8, je ne connais pas très bien les voitures, je crois que c'est l'Audi A8. C'est une voiture qui coûte à peu près 70 000 euros.
Et en fait, si vous regardez le coût d'acquisition client pour cet Audi-là, il est à peu près entre 4 et 5 000 euros. C'est-à-dire concrètement, Audi dépense 4 à 5 000 euros pour acquérir un client qui va acheter une Audi en acquisition. Donc, ça veut dire qu'il va dépenser un double page dans le Figaro. C'est très compliqué pour Audi de vendre des voitures parce que je ne suis pas certain que les acheteurs d'Audi aillent sur Facebook. Donc, la Facebook Ads n'est pas forcément éligible. Je ne suis pas certain que vous tapiez recherche Audi sur Google avant d'acheter une Audi. Donc, les AdWords ne sont pas éligibles. Donc, vous faites de la pub à l'ancienne, c'est-à-dire assez peu qualifiée, c'est-à-dire très cher. En gros, vous avez un large spectre et vous tirez dans le brouillard. Donc, c'est très cher. À la fin, ça vous fait 4 ou 5 000 euros de coût d'acquisition client. Eh bien, en fait, si vous êtes intéressé, allez, pour faire un jeu avec vous, allez regarder comment Audi, de manière très astucieuse, a divisé par 20 son coût d'acquisition, juste par un employé qui, justement, derrière cette compétence théorique de penser les problèmes, y a mis le fait de craquer les problèmes. Je vous donne un indice, ça s'appelle le cube de Audi, C-U-B-E, le cube de Audi. Vous verrez ça en ligne. Sinon, troisième message, aujourd'hui, si vous regardez les innovations en ligne, allez, je vous en donne plusieurs, vous essayez de me donner, je ne sais pas si on a accès à vos réactions, essayez de me donner le point commun entre toutes les grandes boîtes du numérique que je vais vous citer. Alors, allez, Facebook, Google, Instagram, Snapchat, Twitter, Salesforce, Amazon. Tu m'aides, Paul, tu veux continuer la liste ou, tu sais, non, je crois qu'ils en font partie. Toutes. Eh bien, en fait, toutes, en vrai, toutes. Est-ce que vous avez des réactions? Non, je ne vois pas le… Bon, alors je vais vous donner la solution. Ces boîtes sont des pure players du monde de l'Internet. Elles n'existaient pas il y a 30 ans. Donc, vous ne pouvez pas citer aujourd'hui un produit star ou un service star, donc un produit qui a de l'audience, que vous utilisez et qui a été créé par ce qu'on appelle un historique, un acteur brick and mortar, un ancien. Il n'y en a pas. Si vous me citez les banques en ligne, vous me dites, ah bah si, il y a, je sais pas, Boursorama. Non, Boursorama, c'est une start-up qui a été rachetée après par une grande banque. Je ne sais pas si Boursorama, c'est la Sogé, non, je ne sais pas exactement. Mais donc, il n'y en a pas. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui donne ce qui donne l'impulsion, ce qui donne les règles de comment on innove, ce sont les startups. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que vous intéressez à l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour devenir entrepreneur. C'est parce que les entrepreneurs autour de la grande boîte dans laquelle vous allez travailler, ça va être vos clients, vos prestataires, elles vont être tout autour de vous et surtout, ça va être des menaces crédibles sur votre business. Et donc, du coup, vous devez comprendre comment les startups innovent. Vous devez comprendre comment Zuckerberg a fait cette boîte, comment Beastone a fait Twitter, comment Jeff Bezos a fait Amazon. C'est indispensable parce que c'est eux qui savent innover. Et ça, je pense qu'il faut l'admettre. Et d'ailleurs, bon, je pense que c'est admis, tous les grands groupes copient les techniques d'innovation. Alors après, il y a copier et copier, quoi. C'est copier. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier des méthodes agiles, tout ça, mais on en parle beaucoup à l'école. C'est une très belle façon d'innover, mais après, il faut le faire pour de vrai. Et le faire pour de vrai, c'est en fait assez compliqué. Et le dernier message que je veux vous donner, c'est faites attention, l'entrepreneuriat n'est pas ce que vous croyez. Nous, on a produit une étude qui montre qu'en fait, il y a un storytelling dans la presse. C'est-à-dire que si vous regardez l'entrepreneuriat à travers BFM Business, Les Échos, Défi, Challenge, Forbes, bon, vous allez avoir une vision qui est complètement déformée de l'entrepreneuriat. C'est pas ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, les journalistes, il faut qu'ils vendent de la feuille. Et donc, du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont vous faire un storytelling sur l'entrepreneuriat. Donc, ils vont vous dire, oui, l'entrepreneuriat, c'est une belle idée. C'est une idée géniale. Non, l'entrepreneuriat, ce n'est pas une idée, c'est une exécution. Les idées ne valent rien. Si vous prenez Google, il n'y a pas d'idée derrière. Twitter, il n'y a pas d'idée. Facebook, il n'y a pas d'idée. Ou des idées qui sont minables au départ. Mais par contre, ce qui est remarquable, incroyable, fabuleux, c'est l'exécution. L'exécution, c'est la capacité à pouvoir produire. Et donc, ce que je veux vous dire aussi, c'est que l'entrepreneuriat, nous, on le regarde en pratique et en théorie. Donc, en pratique, parce qu'on entreprend. On est une école aussi où il y a beaucoup d'entrepreneurs, d'alumni qu'on intègre au cours. Moi-même qui donne des cours d'entrepreneuriat, j'ai entrepris à plusieurs reprises. Donc, on le fait en pratique. On fait un maximum de choses pour que les entrepreneurs puissent parler aux entrepreneurs. Et en théorie, parce qu'on est des chercheurs. Et les chercheurs, ce n'est pas des journalistes. Les chercheurs, ils ont du temps pour enquêter. Et donc, on ne va pas vous faire un storytelling sur l'entrepreneuriat et on ne va pas vous vendre une salade qui n'est pas vraiment celle qui est pas vraiment la bonne sur l'entrepreneuriat. Donc, voilà.